Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si aujourd'hui on donnait un peu de chair à cette histoire? Depuis 2 semaines où vous me faites l'amitié de me suivre dans ce retour à Milan, qui est un retour critique davantage que sentimental dans la ville qui fut pourtant celle de mes premières amours historiennes, ce périple, je crois, prend plutôt l'allure d'un jeu formel ou d'une géométrisation des rapports de force entre lieux de pouvoir. Et voilà pourquoi la semaine dernière, je vous laissais en compagnie de ce plan de Pietro del Massaio, extrait d'une géographie de Ptolémée de 1470, en disant ceci: une partie se joue là, comme sur un échiquier, où chaque édifice est une pièce que l'on peut déplacer. Pas n'importe comment, évidemment, espacement, emplacement, déplacement. Vous vous souvenez que ce sont les 3 notions que je cherche à travailler ici. Tous ces mouvements, donc, obéissent à certaines règles que l'on pourrait volontiers appeler rhétoriques, puisque c'est avec Leon Battista Alberti que nous avons tenté de les définir, afin de pouvoir rendre compte efficacement de l'éloquence architecturale des lieux de pouvoir. En comparant ces 2 représentations graphiques d'une même ville, Milan, en 2 moments distincts, le passage de la commune à la seigneurie dans les années 1330 pour le plan à proprement dit de Fiamma et l'affirmation du pouvoir princier en 1470 pour Massaio, l'objectif était en somme de définir les structures élémentaires de ce que j'appellerais volontiers une configuration monumentale. Une configuration monumentale se caractérise, je crois, par 3 variables. Le temps, l'usage social et la relation symbolique. Le temps d'abord, car bâtir n'est pas seulement aménager l'espace, mais réajuster les fragments disloqués de la mémoire, on l'a dit. C'est aussi sur l'histoire et en particulier sur le passé civique de la ville que s'exerce le pouvoir des lieux. Mais il le fait en situation, 2e variable, car c'est par une pratique continue des espaces qu'ils investissent ou qu'ils rejettent, qu'ils se disputent ou se distribuent, que les usagers de la ville trament le sens social des lieux. Or, ce sens est relatif et cette 2e variable qu'est l'usage social configure donc la 3e qui est le rapport symbolique entre tous ces éléments. Car, et c'est là où la métaphore échiquéenne est opérante, un lieu de pouvoir ne signifie rien en lui-même tant qu'il reste isolé et n'est pas restitué dans un système spatial structuré par des relations symboliques que l'on peut envisager et que la semaine dernière on a envisagé à plusieurs échelles, celle de la ville bien sûr, où les monuments s'attirent ou se repoussent comme des aimants selon l'orientation de leur polarité, formant le plus souvent des couples antithétiques, le château contre la cathédrale par exemple, celle du territoire politique. On avait vu que les architectes étaient chargés d'unifier symboliquement ce territoire, et celle enfin de l'espace élargi, de ce que les historiennes et historiens de l'art appellent les influences ou les choix stylistiques. Par exemple, pour le dôme de Milan, ça ne prend tout son sens que rapporter, je veux dire son style, à l'Europe monarchique du gothique tardif. Mais tout cela, je le répète, fait une histoire un peu abstraite à laquelle il nous faut tenter de donner chair. Un peu à la manière des paléontologues qui doivent restituer des formes de vie à partir de fossiles ou de vestiges squelettiques. Car, on l'a dit, de ces châteaux, de ces forteresses, de ces palais des temps anciens, ne nous reste que des carcasses vides dont la massivité, l'aridité nous égare peut-être, suscitant des affects, admiration, intimidation, effroi, que nous risquons toujours de projeter sur le passé sans y penser. Face
à cette nécrose monumentale, j'ai toujours pensé au poète Francis Ponge, dont le parti pris des choses est aussi une prise à partie des formes de vie et aussi peut-être un pari sur une morale de l'attention. Aussi devrait-on toujours avoir, quand on envisage ces grands monuments, et la question, on va le voir, est bien de les envisager au sens propre. Je veux dire de voir un visage là où il y a une façade. Au fond, quand on veut envisager ces monuments, peut-être doit-on se doter de ce petit texte de Francis Ponge, Note pour un coquillage, qui serait comme un petit caillou dans notre poche. Il dit ceci: « Les monuments des hommes ressemblent à de grands os décharnés. Les cathédrales les plus énormes ne laissent sortir qu'une foule informe de fourmis. Ces squelettes ne trouveraient grâce aux yeux du poète que s'ils voyaient sortir du Colisée comme un mollusque de son coquillage, un énorme colosse en pleine chair, écrit-il. Voilà la chair. Mais en attendant de voir cela, il préfère la démesure de cette petite chose qu'est le coquillage, dès lors qu'il le pose sur l'étendue du sable. Je cite encore: « Je ne sais pourquoi je souhaiterais que l'homme, au lieu de ces énormes monuments qui ne témoignent que de la disproportion grotesque de son imagination et de son corps, sculpte des espèces de niches, de coquilles à sa taille, de choses très différentes de sa forme de mollusque, mais cependant proportionnées. Ainsi, devrait-on pouvoir passer de la vision de ce grand cadavre à la renverse qu'est la citadelle qui pèse sur nos vies, le poids du remords et de l'obéissance, à cette image, je l'ai dit, plus tendre, mais aussi plus inquiète de ce qu'est un lieu de pouvoir. Une coque, oui, Ponge a raison, à la taille de l'homme qu'elle accueille, à moins que ce soit lui qui, tel le crustacé, la secrète. Et le secret, le secretum, c'est sans doute le mot-clé. Une coque où il niche de manière précaire. Vous voyez ce roi peint dans les marges d'un manuscrit, le bréviaire de Marie de Savoie, royal insecte qui, quoique apparemment lové en bonne compagnie, dans ce locus qu'Aristote définit pourtant comme un point dans l'espace où ne peut loger qu'un seul corps, ne semble pas totalement rassuré parce que, effectivement, il s'agrippe au rebord, c'est qu'il oscille en haut d'une tige dont les fleurs, dans les hauteurs, c'est un peu haut, il tangue. Il ne faut pas avoir le vertige pourvu que je ne bascule pas. Je n'en dis pas plus. Je sortirai ce petit caillou de ma poche le moment venu. Mais pour l'instant, je le redis, s'il faut redonner chair à cette histoire, la chair humaine que flaire chez Jacques Le Goff l'ogre historien, plutôt que de la chair du mollusque de Francis Ponge, il faut pour nous, je crois, aller chercher l'explosivité de cette histoire. Voici pourquoi nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'art et la manière de prendre des Bastilles et de détruire les noirs châteaux de la tyrannie. Non pas la construction comme événement architectural, mais l'événement de destruction qui, faisant effraction dans le récit historique, recharge les lieux de pouvoir de cette effraction justement du sens qu'on peut appeler épiphanie ou révolution. Pour l'historien de Milan, la dernière explosion en date fut festive, ou plutôt cérémonielle. C'était celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026, il y a quelques jours, où l'on vit s'embraser l'arco della pace, l'arc de la paix, commencé en 1807 avec un symbole de Léonard de Vinci au milieu, on y reviendra, commencé en 1807, à l'époque napoléonienne. Cet arc de triomphe du Simplon fut dessiné par Luigi Cagnola comme une ode à la puissance militaire, jouant de la connotation de l'ordre corinthien
et du quadrige des triomphes antiques, mais après le congrès de Vienne de 1815, il devient porteur de ce que l'on a appelé, la semaine dernière, une resémantisation de la dénotation, puisqu'il fait signe désormais vers la paix des nations. Et notamment la concorde franco-italienne. Si l'arc de la paix fut achevé en 1838, il est d'une certaine manière consacré par l'entrée triomphale conjointe de Napoléon III et Victor Emmanuel II en 1859, après leur victoire commune contre l'Empire austro-hongrois à la bataille de Magenta. Et c'est à ce moment-là que l'ordre cérémoniel de l'espace qui englobe le Castello Sforzesco, vous voyez l'arc qui est tout en haut de la perspective, eh bien, comment tout cela prend forme. Le parc ducal, ce qui s'étend derrière le château, et l'arc de la paix qui enferme la perspective, trouve sa géométrie militaire, celle précisément d'une place d'armes. Celle-ci parachève une évolution commencée avec l'entrée à Milan de Napoléon en 1800, après sa victoire de Marengo. Il ordonne justement le démantèlement des fortifications, hein, vous voyez où nous sommes, hein, le Castello qui est lui-même, qui commande les bastions, les fortifications, que Napoléon appelle les bastions de l'ancienne tyrannie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des bastions espagnols, c'est-à-dire des fortifications bastionnées qui ceinturent la ville au large des murs communaux, et ces bastions ont été construits pour l'essentiel entre 1548 et 1562, donc au temps de la domination espagnole sur Milan. En les détruisant, on la démilitarise. Milan, ville ouverte, entre alors dans la grande nation, s'autorisant de cet urbanisme de régulation du XVIIIe siècle qui aère, qui illumine, qui décongestionne des cités murées qui, jusque-là, cuisaient à l'étouffer comme de pauvres crustacés. Les voilà donc soudainement révélées à elles-mêmes, libérant une énergie urbaine comprimée et la destruction des bastions qui s'étend tout au long du XIXe siècle, qui est toujours d'ailleurs présentée comme une victoire contre l'autorité arbitraire du passé, même si, comme à Paris, les fortifs, eh bien, elle alimente une nostalgie d'une ville disparue. C'est, au fond, ce qui tombe, c'est non pas les bastilles obscures de l'ancienne féodalité, mais le temps où la ville, croyait-on, ne changeait pas plus vite que le cœur des hommes. Mais tout cela, évidemment, crée les conditions ou les possibilités d'un dégagement monumental, et ce dégagement monumental à Milan, il ouvrait des perspectives autour du château, libéré de sa forme de citadelle, et ce, dès 1801, Napoléon demande à l'architecte Giovanni Antonio Antolini de dessiner ce qui allait devenir le Forum Bonaparte, le Foro Bonaparte, structure de prestige qu'il pense à la fois comme un espace commémoratif, évidemment structuré par des monuments à la gloire de son magnanime refondateur, mais également, ainsi que l'a montré Romain Buclon, comme une utopie jacobine. Parce que cet espace, c'est la matrice architecturale du projet du palais du roi de Rome sur la colline de Chaillot dont nous parlions voici 2 semaines. Il y a bien un lien, un axe Milan-Moscou-Paris de l'idéal napoléonien des lieux de pouvoir. Et Antolini pense donc le forum devant le château comme un ensemble de bâtiments d'utilité publique disposés en hémicycle, symbolisant évidemment l'égalité des citoyens et le dévouement au pouvoir. Quand on parlera des espaces de délibération, on retrouvera naturellement cette forme d'hémicycle. Cette forme politique devait donc architecturer, ou plutôt monarchitecturer, la nouvelle société politique italienne. Ce n'est pas le corps du prince, cette fois-ci, qu'elle
conforme, mais celui du peuple qu'elle régénère, un peuple soumis à son empereur. Dans sa description du Forum de Bonaparte, rédigée en 1806, dont on voit justement une illustration, Antolini affirme qu'il compose, je cite, « un corps entier et parfait que l'on ne pouvait pas laisser sans vie ». Cette vie, c'est celle civique d'une capitale qui a enfin déplacé sa centralité politique depuis le cœur de la cité jusqu'à la résidence de ses princes, précipitant une repolarisation urbanistique. Celle, précisément, que donnait à voir, où je suis, Pietro del Massaggio, mais qui n'en était au fond que la préfiguration, désignant non pas la ville telle qu'elle avait été transformée par le prince, mais la ville telle qu'il voulait la transformer. Autrement dit, la révolution dont je parlais, qui renverse la perspective comme une boussole trouvant son or aimanté par l'aiguille du lieu de pouvoir, cette révolution que j'annonçais à la toute fin de la précédente séance, n'a pas eu lieu. C'était en tout cas pas tout de suite, c'était une promesse non tenue qui attendit longtemps d'être relevée, et le fut par le pouvoir autocratique de Napoléon Bonaparte. Pourquoi cela ? Eh bien, intéressons-nous une fois encore à l'histoire des mots. Forum est un nom qui est évidemment alourdi de la solennité de son passé romain. Un nom que les ducs de Milan avaient tenté vainement de ramener à eux. En 1493, Ludovic le Mort édicte un décret ordonnant la destruction des bâtiments gênant le dégagement des perspectives circa forum, comme ça que c'est écrit, et ce, au nom de l'ornamenta urbis. On peut d'ailleurs le deviner dans un dessin que, quelques années plus tard, Léonard de Vinci, envoie au même Ludovic le Mort, on est en 1497, c'est en fait un plan d'agrandissement de la ville de Milan, là encore décongestionné. Le prince lui avait commandé effectivement pour libérer, pour aérer un espace urbain où s'entassait une population vulnérable aux épidémies, et Léonard conseille au prince d'établir tout autour de la capitale lombarde 10 centres de peuplement comportant chacun 5000 maisons, donc 30 000 familles, et tout cela faisant ce qu'on appelait au temps de l'urbanisme des villes nouvelles, des espaces de délestage urbain. Cette définition d'ailleurs des seuils démographiques est assez intéressante. Le projet, d'une certaine manière, s'inscrit toujours dans la logique radioconcentrique de l'expansion métropolitaine, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il a dessiné, enfin esquissé, il a souhaité, Léonard, justement cette grande place quadrangulaire devant le château pour que ce forum que rêve le prince devienne, dans la pierre, des mots au mur effectués. Mais ce forum, cet espace qui se déploie devant le Castello Sforzesco, les princes n'ont jamais réussi à l'architecturer comme ils ont pu le faire, par exemple, dans leur petite cité de Vigevano, ville idéale entièrement commandée par son lieu de pouvoir. À Vigevano, il y a bien un forum, au sens où c'est l'espace civique qui apparaît comme l'écho formel, la réverbération visuelle de la cour princière. Ici, le lieu de pouvoir convoque la place au sens où il l'appelle à elle, au sens où il lui commande de se rapprocher au nom de sa propre autorité. En même temps, il la maintient à l'œil, et ce regard du pouvoir étant aussi pouvoir de citation, en l'occurrence ici, citation à comparaître. Mais à Milan,
Si les décrets ducaux et les historiographes zélés comme le patricien Bernardino Arluno désignent cet espacement devant le château du nom de forum, ils ne disent pas ce qu'il est, mais ce que les princes tentent vainement de faire advenir. C'est une rapide enquête dans les sources notariées du XVe siècle qui démontre que ce lieu vide à l'ombre du castello n'est jamais désigné, qualifié de forum, pas même de place, piazza, mais le plus souvent de platea. Et platea, c'est un terme topographiquement neutre qui désigne seulement un espace vide non bâti, alors que la place, c'est un terme politique qui recouvre les usages publics de cet espacement. Qu'est-ce alors que faire une place? Ce n'est pas nécessairement, ou pas seulement, dégager le terrain, ni d'ailleurs même l'aménager architecturalement, c'est ménager les usages sociaux qui trament, je l'ai dit, le sens des lieux et rendre finalement légitimes les noms qui les qualifient, sans quoi l'emplacement disponible demeure vide. Vide de signes, vide de sens, vide d'usage. Et si l'on regarde d'ailleurs de près les noms donnés aux édifices sur le plan de Pietro del Massaio, on distingue donc en latin pour le château des Sforza Castellum, c'est toujours un château, et sur la... Est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Eh ouais. J'ai presque envie de m'arrêter là. C'est sur un succès, pour une fois. Écoutez, à la semaine prochaine. Oui, alors, oui, là, on lit admirablement, hein, Corte Ducale, c'est l'ancien, enfin, Curia Ducalis, plus exactement, c'est l'ancien palais de l'évêque, l'ancien palais épiscopal, dit de l'Arengo, dont on a vu la semaine dernière qu'il fut longtemps le seul palais dans la ville, avant la construction du palais communal. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le schéma de Fiamma, maintenant je ne peux plus m'arrêter, il y a marqué P pour Palatium, justement pour cet Arengo. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement qu'ici, entre donc la cour ducale et, vous le reconnaissez, le Broletto, ici c'est tout l'espace qui est investi par les Visconti à partir de la fin du XIIIe siècle, lorsque Ottone Visconti, qui est seigneur de la ville, mais qui était auparavant archevêque de la cité, de 1277 à 1295, prend le pouvoir. Cette Corte se situe donc à distance, vous l'avez vu, du Broletto, qui est le véritable palais civique, et dont on a vu que depuis la domination d'Azzone et Visconti, il bénéficiait ou qu'il pâtissait, selon qu'on adopte le point de vue esthétique ou politique, d'un assaut de magnificence qui l'encombre de monuments, qui l'embellissent à mesure qu'il se dépolitise. Autrement dit, par une stratégie douce d'inversion des signes, ce lieu de délibération communale devient un lieu de proclamation seigneuriale. Mais tout cela s'inscrit dans un même espace que, effectivement, Fiamma décrivait bien également, mais dont je n'avais pas du tout pris la mesure lorsque je travaillais jadis sur ce sujet, parce que, je l'ai dit, je ne travaillais que sur des sources publiques, et ce sont les travaux d'Eduardo Rossetti qui permettent aujourd'hui d'en restituer et la structure et l'échelle en révélant l'emprise au sol du complexe palatial des Visconti. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit que de 1477 à 1536, la chancellerie ducale met en vente des terrains, des bâtiments issus du démantèlement progressif du palais des seigneurs Bernabo Visconti, qu'on connaît bien ici, et de son épouse Regina della Scala. Et il semble que cet ensemble ait été résidentiel, compact, et été maintenu intact jusqu'à la mort du duc
Filippo Maria Visconti en 1447 et que c'est ensuite qu'il est vendu à la découpe. Ceint de murs, il comportait donc un palais double, une fois qu'on l'a reconstitué, un palais double qui englobait San Giovanni in Conca et qui se connectait à un système fortifié avec des ponts, des rues couvertes, des pontilles et des portiques, qui en fait permettaient au prince de s'enfuir en cas de grabuge au nord-ouest vers le cœur civique de la ville. Il se reliait à l'Arengo et au palais de Giovanni Visconti, et tout ça étant effectivement intégré à un plus vaste ensemble qui faisait un quartier, qui faisait une poche de pouvoir. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez que le paradoxe classique en archéologie on doit détruire pour comprendre, eh bien joue ici. C'est-à-dire que c'est le démantèlement d'édifices appartenant à un ensemble qui n'avait pas été planifié, mais qui s'est historiquement constitué par entassement, disait Tim Ingold, qui permet cet effet de révélation. C'est-à-dire qu'il y a là un quartier qui, lorsqu'on met bout à bout tout ce qu'il juxtapose, a une dimension et une allure impériale. Un quartier qui occupe le 6e de la superficie de Milan. Lorsque les lieux de pouvoir mangent ainsi l'espace, avec cette évidence brutale, nous dirions aujourd'hui trumpiste, que donne à voir l'emprise, on peut dire sans peine de se tromper, qu'il réalise un coup de force. Remarquons au passage que sur le plan méthodologique, cette évidence doit être reconstruite par un travail documentaire de restitution de métasources. Ce fut aussi le cas du programme collectif interdisciplinaire ALPAGE, acronyme pour analyse diachronique de l'espace urbain parisien approche géomatique, qui consistait à soumettre le plan ancien parcellaire de Paris, le plan Vassereau, qui concerne les années 1810-1836, par Ilot, de le soumettre à l'analyse spatiale d'un système d'information géographique, d'un SIG, et il en résulte, là encore, une compréhension en mouvement du Paris médiéval, permettant à Boris Bove de dresser la typologie géohistorique de la très forte présence des hôtels aristocratiques dans la capitale en 1400, qu'on connaissait, mais dont on n'avait pas, encore une fois, l'échelle. On y recense 123 hôtels princiers qui mordent l'espace urbain essentiellement à la lisière de la ville, parce qu'ils se développent depuis évidemment leurs anciens ancrages territoriaux, mais qui s'étendent par remembrement urbain. Le SIG nous permet donc de comprendre que les demeures ne forment qu'une partie de ces ensembles curiaux qui comportent aussi des jardins, des fontaines, des lys, des jeux de paume, et surtout des grandes cours qui peuvent accueillir ponctuellement la suite des dépendants, mais aussi parfois des armes ou parfois des vivres. Donc l'analyse systématique des cenciers permet d'établir la taille moyenne de ces hôtels curiaux, 6700 mètres carrés en moyenne, l'ensemble formant un archipel de poches de pouvoir de 850 000 mètres carrés qui couvre là 13% de la surface parisienne intramuros en 1400 pour une population qui est intermittente, puisque les princes, le plus souvent, ils ne sont pas là. Si l'on revient à Milan, on comprend, et on va s'arrêter un peu avec les images, vous allez m'écouter, ou pas, vous faites ce que vous voulez, que la réalité architecturale qu'elle révèle dément en partie la dichotomie albertienne entre l'inurbamento du palais princier, qui sait se rendre aimable et même civil par sa centralité accueillante, et la rocca seigneuriale qui, chevauchant la muraille, manifeste avec morgue cet urbanisme d'intimidation, de défi, de défiance,
en accusant l'écart avec le vivere civil et de la tradition communale. Ici, c'est le cœur de la cité qui se verrouille en espaçant le temps, creusant une distance au plus près du centre de la ville et de son passé. Cette dialectique caractérise une certaine anthropologie du pouvoir des États princiers italiens. Au XVIe siècle encore, ce qui frappe les voyageurs, notamment français, en Italie, c'est l'importance des escortes qui entourent et isolent les princes, et comme ça, ils se déplacent en essaim, et donc ils sont à la fois visibles mais inaccessibles. Ils sont montrés, mais jamais exposés, y compris du point de vue, je dirais, sécuritaire. Et ça, c'est le subtil équilibre qui se brise dans les années 20 et 30 du Quattrocento à Milan. Frappé par les incendies en 1427 et 1433, je crois, grignoté par l'emprise grandissante du chantier du dôme de la cathédrale, qu'on a vu, on peut interpréter comme une réplique du passé civique face à l'offensive seigneuriale, la cour est peu à peu désaffectée et le point de bascule se situe justement sous la domination, je l'ai dit, de Filippo Maria Visconti, qui se replie avec sa cour dans le Castello di Porta Giovia, qui est construite sur le modèle de la rocca seigneuriale au nord-ouest de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu effectivement le plan, hein, la cour au milieu, le château en haut. La cour, elle s'est déplacée en haut dans le château, mais d'une certaine manière, le nom demeure. Il demeure comme un toponyme, et donc, d'une certaine manière, la cour ne requalifie pas le château en palais. Cette insistance topographique des noms de lieux, la cour n'est plus dans la cour, mais le nom, plutôt que de suivre le prince, demeure attaché à son lieu, où il survit comme toponyme au centre de la ville, c'est le pendant de ce rejet de la greffe urbanistique dont je parlais. La résidence princière n'appelle pas la place, ou ne l'appellera qu'avec Napoléon Bonaparte, car elle subit toujours la disqualification du castello. Pourquoi ? Parce que la façade aveugle de la citadelle, qui semble opposer à la ville une ombre menaçante ou la grimace d'une offense, semble être le visage même de la tyrannie. Alors ici, j'entends retentir l'alerte de Paul Veyne. Attention au spontanéisme de l'interprétation architecturale qui juge une société à sa mine. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Qu'est-ce qui me permet de dire que cette façade était envisagée comme le visage de la tyrannie ? Deux événements que je vais successivement décrire. Le premier bouscule l'ordre textuel, le second, l'ordre urbain. Commençons par le texte. En 1447, donc, l'année même de la mort du prince, le grand humaniste milanais Pier Candido de Ciambrio publie l'histoire de sa vie et de ses turpitudes sur le mode suétonien, comme l'a montré son éditeur moderne, Gari Ianzitti. La Vita de Philippe Marie Visconti, troisième duc de Milan, est l'un des effets de la révolution narrative que Leonardo Bruni, le Florentin, a provoqué dans l'écriture de l'histoire humaniste, que l'on va retrouver plus tard chez Flavio Biondo, chez Le Poge, et jusqu'à Machiavel, qui est tout à fait dans cet effet de souffle. Pourquoi ? Parce que Leonardo Bruni, dans son histoire des Florentins, démontrait comment les ressources de l'historiographie antique devaient être mises au service des combats politiques du présent. Or, pour De Ciambrio, la lutte contre la tyrannie est à l'ordre du jour. Le tyran est ce prince redouté qui, prisonnier de la peur qu'il inspire, finit par être le metteur en scène de sa propre destruction. Alors ça, justement, c'est ancien, c'est dans la littérature, la théorie politique
grec qu'on en trouve effectivement la ressource et l'encouragement, c'est la leçon du Hiéron de Xénophon que Leonardo Bruni a traduit et que dans les années 1430, un historien milanais comme Andrea Briglia a déjà démarqué pour décrire le dévoiement du pouvoir princier chez Filippo Maria Visconti. Mais c'est surtout sous la plume de Decembrio qu'on lit la description la plus saisissante d'un prince qui finit par obéir au lieu de pouvoir qu'il habite. Effrayé par la perspective de son propre assassinat et croyant en permanence être assiégé par les conjurés, obsédé par l'empoisonnement, Filippo Maria Visconti y apparaît comme une bête blessée, prise en son propre piège. Le monde animal, d'ailleurs, on y reviendra, est omniprésent. Chevaux, chiens féroces, fauves, serpents venimeux entourent le prince qui entretient un grand nombre d'oiseaux de proie qui volent au-dessus du château, les yeux perçant la nuit, criant au moindre mouvement qu'ils perçoivent, ce qui ne faisait évidemment qu'aggraver les terreurs nocturnes du duc. Donc il ne dort plus, donc il devient dingue, on connaît un peu ça, hein. C'est toujours une très mauvaise idée pour les hommes de pouvoir de manquer de sommeil, ça ne donne jamais rien de bon, et encore une fois, on est dans le Hiéron de Xénophon, je cite Xénophon. Or, craindre la foule et craindre la solitude, craindre l'absence de garde, mais craindre aussi les gardes eux-mêmes, ne pas vouloir être entouré de gens sans armes et ne pas les voir volontiers armés, n'est-ce pas une condition pénible? Eh oui, sans doute. C'est d'ailleurs pour cela que les moralistes peuvent se consoler avec la certitude qu'il n'y a pas de tyran heureux. D'ailleurs, dans Masse et puissance, Elias Canetti commente ce récit de Decembrio et décrit magnifiquement bien cette pathologie du pouvoir. Je cite, « La puissance implique une pénétration inégalement distribuée. Le souverain pénètre, mais ne se laisse pas pénétrer. » Sauf qu'ici, on le voit bien, ce dérèglement très fortement sexualisé, évidemment, renverse le rapport de pouvoir, et c'est le maître des lieux qui se fait prendre tout entier dans le dénuement brutal de son impuissance, se faisant en somme architecturé par la peur. Ce fut aussi le cas à Ségovie, lorsque l'humaniste castillan Alfonso de Palencia décrit dans ses Décades comme une machine palatiale à conformer et à conforter la tyrannie du roi Henri IV de Trastamare, déposée effectivement, c'est ce qu'on appelle la farce d'Avila, le 5 juin 1465. Palencia décrit donc un roi fuyant, dérobé au regard de ses sujets dans les dédales d'un palais qui est lui-même dissimulé dans les épaisses forêts, débordé par l'animalité des bêtes sauvages et de ses propres ménageries. Et chez le palais de Ségovie, la façade du palais finit par ressembler au visage du tyran, yeux féroces, nez difforme, cachant le secret d'un pouvoir dépravé que l'humaniste diffame en le judaïsant, en l'islamisant. Il s'agit bien d'un palais mort, mort MAU, et en le sexualisant. C'est un labyrinthe sultanien qui amollit la virilité d'un roi s'offrant aux plaisirs bestiaux. On pourrait citer bien d'autres exemples, en Italie et partout ailleurs en Europe, de cette assimilation pathologique entre le lieu de pouvoir et le pouvoir du lieu sur un homme qui l'habite et qui est habité par lui. Dans quelques semaines, nous tâcherons justement d'en tirer toutes les conséquences en matière, je commence à l'évoquer, de rapport à la nature, humaine ou non, à l'animalité, à la sexualité. Mais pour l'heure, contentons-nous par exemple d'évoquer un autre tyran, ou à tout le moins un homme de pouvoir qui devient un tyran dès lors que se dérègle en lui la référence à l'idéal romain de gouvernement. Je veux parler bien sûr de Cola di Rienzo, ce notaire qui
parce qu'il savait relever les promesses républicaines qui gisaient sur les inscriptions des ruines de Rome, se fit reconnaître tribun du peuple en 1347. La chronique de l'anonyme romain, qui raconte longuement cette aventure politique, est très attentive à la dynamique des lieux de pouvoir, décrit au fond la subversion politique comme un phénomène qui commence toujours par une transgression, un déplacement, un écart malheureux. Bref, une situation de dislocation au sens propre, c'est-à-dire quand on s'éloigne de son lieu, quand un pouvoir n'occupe pas le lieu qu'il devrait. Il est ici au lieu d'être ailleurs, au lieu de. D'ailleurs, il suffit de faire résonner un peu cette expression « au lieu de », qui dit à la fois l'emplacement et le déplacement. Ainsi, par exemple, lors de la seigneurie du duc d'Athènes, Gauthier de Brienne, seigneurie sur Florence en 1342, l'anonyme romain raconte que le roi de France, Philippe VI de Valois, s'enquérait de l'action du condottiere français dans la cité toscane. Il a fermé les anciennes portes de l'enceinte et placé de hautes tours au-dessus, lui dit-on. Alors le roi répond, dit au comte de Brienne qu'il doit chercher à être le seigneur des cœurs de son peuple et non des cours. Machiavel ne dit pas autre chose dans Le Prince lorsqu'il affirme que la meilleure citadelle qui soit, c'est de n'être point haï par le peuple. Puis le roi pose une autre question. Où demeure le duc? Demeure-t-il à Santa Croce, c'est-à-dire dans justement sa résidence? Le chevalier répondit non, il demeure dans le beau palais des anciens. Et oui, il a squatté un édifice de la commune. Le roi secoua la tête et dit « Il ne fait pas bien. Va et dis-lui de rendre aux prieurs de Florence leur palais et leur noblesse, qu'ils rendent au peuple florentin leur honneur. » Voici donc l'exemple d'un seigneur qui, désireux pourtant d'asseoir un nouveau pouvoir, ne trouve pas sa place. À l'inverse, lorsqu'il investit le Capitole des anciens Romains, Cola di Rienzo s'assimile totalement à sa grandeur, au point de gonfler d'orgueil et de prendre la dimension de son palais. L'anonyme romain, qui était sans doute médecin, qui était très attentif donc à la dimension corporelle du régime politique, le régime, là encore, ça veut dire deux choses, assimile l'excès de pouvoir à l'obésité. Il prit des couleurs et des rondeurs, et mieux il mangeait, mieux il dormait, lui, à l'inverse. Le voici désormais énorme et cramoisi, je cite, ses chairs rebondies étaient luisantes comme les plumes d'un paon. Lorsqu'il revint au gouvernement après son exil en 1354, je parle toujours de Cola di Rienzo, son corps, une fois de plus, s'alourdit à mesure que s'étend son appétit de puissance. Il était, je cite l'anonyme romain, si gras qu'il semblait un buffle démesuré ou une vache pour la boucherie. Et le voici donc promis au sacrifice, comme le colonel Kurtz dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Vous vous souvenez évidemment de la scène finale d'Apocalypse Now. Le 8 octobre 1354, il tombe sous les coups des émeutiers soulevés par les colonnats. Cola est décapité, son corps brûlé, et rien ne nous est épargné dans la chronique de son supplice. On le mit dans ce feu de chardon, il était gras, sa graisse faisait qu'il brûlait facilement. Telle fut la fin de Cola di Rienzo, qui se fit auguste tribun de Rome pour être le champion des Romains. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. C'est peut-être le moment de ressortir de notre poche le petit caillou de Francis Ponge, puisque le roi est nu, puisqu'il grille sous nos yeux, puisque tel un mollusque que l'on extrait de sa coquille et dont il a pris la forme monstrueuse et la dimension, le voilà vulnérable comme un corps mou, privé de son exosquelette. Il figure cette identification symbolique entre la personne du prince et le lieu de pouvoir qu'il a sécrété. On reconnaît le visage de
l'un quand on voit la façade de l'autre et l'on se met à détester l'un comme l'autre. Voilà ce qui fait événement dans l'ordre des textes comme dans l'ordre de la ville. Car, je vous l'avais promis, pour donner vraiment chair à cette histoire, il faut raconter son effraction violente dans les lieux de pouvoir. Revenons une dernière fois à Milan. Les citoyens envisageaient donc le Castello dei Visconti non seulement comme la citadelle de la tyrannie, mais comme le lieu de leur secret. Ce secretum étant, on l'a dit, ce lieu écarté et silencieux, poli par la parole comme un galet est poli dans le courant, nichant au cœur du tumulte urbain, au point qu'on finit par le confondre avec le corps princier qu'il cache. On raconte tant et tant d'histoires terrifiantes sur les turpitudes des Visconti au plus sombre des noirs châteaux de la subversion. Aussi, n'est-il pas surprenant que lorsque meurt le prince, le 13 août 1447, commence aussitôt la destruction de la citadelle. Le récit est évidemment dramatisé par nos sources. Nous le lisons... alors, on a l'impression parfois de lire « Le roi se meurt » de Ionesco, où le roi meurt et au fur et à mesure son château se fissure, mais ce sont bien les archives milanaises qui documentent cette histoire sonnante et trébuchante, non pas celle du petit caillou poétique de Francis Ponge, mais celle des pierres de la citadelle du vertige tyrannique qui, peu à peu, sont démontées. Dès le 22 août, un informateur du condottiere Francesco Sforza, qui attend le moment de fondre sur la ville, le prévient que la foule a pris d'assaut le castello et a commencé à le démanteler et à hisser au-dessus de ses tours la bannière du saint patron de la ville, saint Ambroise. C'est le coup d'envoi de cette république ambrosienne qui, durant 3 ans, jusqu'à la conquête justement triomphale de Francesco Sforza, met en scène le reenactment de la commune retrouvée. Tandis que l'on commence à piller le château, le cadavre de Filippo Maria Visconti prend le chemin de la cathédrale. Les capitaines et défenseurs de la liberté tentent alors de prévenir tout débordement populaire. Le même jour, toujours on est le 22 août, ils édictent, par cri public, une grida, donc, menaçant de poursuite tous ceux qui viendraient se servir dans le château de matériaux de construction. Une semaine plus tard, le 30 août, ils tentent d'organiser le chantier de destruction en confiant la récupération des pierres à un entrepreneur qui s'appelle Pietro del Gallarate. Je vous passe les détails, les péripéties, les malversations. La politique change en janvier 1448. Ça correspond d'ailleurs à une évolution dans le tempo révolutionnaire de ces 3 ans ambrosiens. Et à ce moment-là, la République décide, per utilità dei cittadini, de leur confier à eux la destruction du château, une destruction d'utilité publique, en somme, qui a le double avantage de mobiliser une main-d'œuvre gratuite et de manifester l'ardeur civique des citoyens à suturer la blessure seigneuriale. Et ce, de 2 manières. D'abord, en décidant dès le mois d'avril 1448 que les pierres reprises à la forteresse serviraient à reconstituer l'enceinte dont elle avait interrompu le tracé, donc c'est bien une cicatrisation, et ensuite en organisant, à la manière d'une procession civique, un voyage de ces pierres depuis les abords de la ville jusqu'à son centre où elles alimentent le chantier civique de la cathédrale. Or, le centre cérémoniel de cette chorégraphie de la réparation morale d'une histoire blessée est évidemment l'ancienne cour où les capitaines et défenseurs de la liberté se sont installés, donnant à voir le recentrement de la mémoire communale. Pour spectaculaire qu'il soit, ce récit n'est pas pour autant isolé. Il y a eu bien des précédents dans l'Italie seigneuriale de la fin du Trecento, et notamment dans les États de l'Église, où durant les 14 ans que durèrent notamment la légation de 1353 à 1367, la légation du cardinal Albornoz, eh bien, il fit construire 79 roquets en Ombrie, en Romagne, dans les marches,
Et à Ancône, par exemple, il édifia la forteresse San Cataldo en avril 1356, qui fut prise pour cible par les assaillants révoltés en 1383. Et, comme l'a montré Philippe Janssen, c'est le notaire Odo di Biagio, gonfalonier de la commune, qui dit à la fois la démesure merveilleuse de la forteresse et le courage du peuple qui la met à bas, montrant d'ailleurs qu'il y a là une vieille aristocratie féodale, assiégée, commandée par un chevalier français à l'ancienne, un peu ridicule, on se croirait dans les Monty Python, et la guerre ordonnée du peuple dont l'assaut est méthodique, discipliné, qui fait, au fond, un peu comme les ludus bataillers dont l'aristocratie communale faisait à la fois un divertissement civique et un entraînement militaire. Reste que, pour nous, évidemment, qui lisons aujourd'hui les récits du démantèlement de ces bastilles médiévales, eh bien, nous peinons sans doute à mettre à distance le souvenir de l'été 1789. Point n'est besoin de vous dire combien la Bastille est alors le visage même de l'arbitraire royal et de la tyrannie féodale. Mais là encore, c'est une histoire de mots davantage que de murs. Dans l'encyclopédie, dans les dictionnaires du XVIIIe siècle, la Bastille est encore un terme neutre qui résulte de la bastide de la guerre de Cent Ans. Ce n'est que dans les années 1770 qu'il subit ce que Hans-Jürgen Lusebrink et Rolf Reichart appellent, dans leur étude de lexicométrie historique du terme même de Bastille, une sentence de mise à mort sémantique qui sera exécutée le 14 juillet 1789. Et donc les deux historiens étudient notamment l'assimilation entre la prison et la forteresse qui cristallise la connotation d'oppression féodale. Et de fait, historiquement, la Bastille, comme toponyme parisien, c'est la transformation d'une bastide, c'est-à-dire d'un châtelet à 2 tours, de la porte Saint-Antoine, de l'enceinte de Charles V, au temps de la prévôté d'Étienne Marcel. Mais comme on le lit dans le songe du Verger, la révolution parisienne de 1358 convainc le roi de la nécessité de se ménager une porte de sortie en cas d'émeute. Et donc, la Bastille, que vous voyez ici, et qui fait effectivement pendant avec le Louvre, eh bien, elle verrouille l'enceinte et elle permet effectivement 2 voies d'accès, ou plutôt de sortie en cas d'émeute. Et c'est en 1367 que Charles V ordonne de clore le revers de la Bastide, c'est-à-dire de la porte, pour en faire un château urbain qui devient très rapidement une prison qui devient une prison d'État dès Louis XI. Donc il y a quand même effectivement une insistance topographique, mais aussi inévitablement une cible pour tous les émeutiers. C'est le cas lors de la révolte des Maillotins en 1380, où la Bastille est prise au nom de liberté, ce sera encore le cas 2 siècles plus tard, pendant la journée des barricades du 15 mai 1588. De ce point de vue, la Bastille s'inscrit aussi dans une cartographie de l'image royale, qui a été ici définie dans l'Atlas du Paris médiéval. Mais revenons justement non pas au 14 juillet, mais au 15. Je ne vais pas parler de la prise de la Bastille, mais de la destruction de la Bastille. Dès le lendemain de la prise de la Bastille, le 15 juillet donc, sa destruction est confiée à un entrepreneur nommé Pierre-François Pallois. Comme l'a montré Héloïse Baucher dans un beau livre qui s'appelle « Détruire la Bastille », il s'agit d'un personnage assez complexe qui fera de ce chantier à la fois une affaire très lucrative, mais dont les profits sont d'ailleurs disputés par ses ouvriers qui lui opposent la concurrence de leur propre adjudication, et un spectacle civique suscitant une commémoration immédiate.
Il fait travailler environ 800 ouvriers dans un contexte économique où le chômage est endémique et où l'entreprise de démolition est aussi un atelier national pour soutenir l'activité, et les pierres récupérées, encore une histoire de récupération de pierres et de commémoration immédiate de l'événement, et les pierres récupérées sur le chantier serviront à la fois à construire le pont de la Concorde. Tout cela, effectivement, est logique, mais d'autres sont vendus comme souvenirs, comme reliques, sous forme, comme ici, de maquettes de l'édifice qui deviennent, oui, des reliques de la liberté, par fragments, parfois sertis dans des bagues. Ainsi, la destruction d'un lieu de pouvoir devient en elle-même un lieu de mémoire, dont le souvenir est disséminé en objets, en images, en gestes, en paroles échangées. Car Pallois, inventeur de l'imagerie politique de la Bastille, inventeur intéressé, fut aussi le paradoxal entrepreneur de sa mémoire. Une mémoire immédiate qu'a su saisir magnifiquement Hubert Robert, qui est un peintre prodigieux, bien davantage que ce peintre des ruines. C'est vraiment le peintre de l'empreinte du temps sur les choses. Dès le 15 juillet, le lendemain, il est devant la Bastille. Il se place au croisement de la rue des Tournelles et de la rue Saint-Antoine, là où la contre-plongée peut exagérer l'élargissement de ce qui est quand même une fausse perspective, parce que la place n'était pas du tout dégagée ainsi autour de la Bastille. J'en dirai un mot tout à l'heure. Le temps est lourd et orageux comme la veille, comme Michelet l'avait décrit pour la veille. Le logis du gouverneur de Launay est encore en flammes. Bref, l'événement est en cours. Au sommet des tours, vous voyez les ouvriers qui ont commencé à déceler le crénelage médiéval. Les pierres tombent, que d'autres en bas commencent à trier dans le nuage blanc des poussières soulevées. Le tableau est achevé le 20 juillet et est immédiatement exposé au Salon de 1789. Hubert Robert le donne ensuite au marquis de Lafayette, héros de l'indépendance américaine, mais enfin tout de même député de la noblesse aux États généraux, qui l'emportera dans son château de la Grange. Tout est donc paradoxal dans ce portrait d'une aube révolutionnaire qui prend les teintes d'un crépuscule. C'est qu'il désigne ce moment paradoxal où le lieu de pouvoir se laisse aspirer par la possibilité de sa propre ruine. On songe évidemment avec effroi à la manière dont l'architecte du Troisième Reich, Albrecht Speer, a formulé ce qu'il a appelé la théorie de la valeur des ruines d'un édifice. Cet édifice était la tribune du Grand Congrès de Nuremberg en 1934, dont il dit que la construction doit anticiper la ruine, afin que leur décombre suscite, dans plusieurs siècles, la même émotion qu'une ruine romaine, c'est-à-dire qu'ils inspirent une semblable aspiration à la grandeur. C'est évidemment à tout cela que l'on pense aujourd'hui lorsque l'on évoque la mise à bas d'un monument de la tyrannie et la crainte que ce spectacle n'en renforce paradoxalement l'attrait. J'évoquais, il y a quelques semaines, le film de Pierre Scheller, L'exercice de l'État, pour saisir la manière dont un lieu de pouvoir pouvait se refermer comme un piège ou comme les mâchoires d'un animal sur ceux qui prétendent l'occuper. Le dernier film de ce même cinéaste, Un peuple et son roi, filmait en 2018, de manière remarquable, les premiers moments de la destruction de la Bastille. Contrairement à ce que peint Hubert Robert, la perspective est bouchée, ce qui est beaucoup plus réaliste. Nous sommes d'abord à l'ombre du pouvoir, au plus près des travailleurs d'un atelier de souffleurs de verre avec le peuple, et l'on éprouve physiquement, oui, ce que c'est que vivre
à l'ombre du pouvoir. Mais un ouvrier déchausse une pierre qui, tombant à terre, délivre un ray de lumière. Des femmes et des hommes, alors, sortent dans la rue et pour la première fois ressentent, d'abord voient le soleil et ressentent la douce morsure du soleil sur leur peau. L'histoire, alors, littéralement, prend ses couleurs chères. Ils lèvent les yeux, ils clignent les yeux, l'une d'elles fait même un signe de croix, et voilà ce que c'est que de prendre la Bastille. La scène est lyrique, sans doute, mais elle est aussi très réaliste quant à l'encombrement que provoquent les grandes masses architecturales des lieux de pouvoir. La question n'est donc pas de les contempler comme une statue équestre sur son piédestal. La question est de comprendre qu'est-ce qu'ils empêchent de voir, qu'est-ce qu'ils bouchent comme perspective. L'iconoclasme produit des images qui sont celles de la destruction des images. Mais ce sont toujours des images décevantes. Le XIXe comme le XXe siècle n'ont pas été avares de ces scènes que nous avons sans doute toutes et tous en tête. Des insurgés pénètrent dans les anciens palais de la tyrannie, enivrés de leur propre audace. Ils croient y faire des révélations fracassantes en brisant les idoles. Et puis quoi ? Et puis rien. Généralement, les tyrans ont plié bagages depuis bien longtemps, ne laissant que quelques objets kitsch et de vieux papiers. Bertrand Tillier l'a bien montré en décrivant la monotonie répétitive de cette scène du déboulonnage des statues, dès lors que le renversement de l'ordre autoritaire met à nu la vacuité du fétiche. On dit que ceux qui avaient, Louis-Sébastien Mercier, dans les tableaux de Paris, dit que ceux qui avaient mis à bas la statue équestre de Louis XV en furent pour leurs frais. Et on lit donc dans Mercier cette magnifique phrase « Tout était creux, puissance et statue ». Et c'est le moment, effectivement, où on se rend compte que tout ça pour ça. On avait donc obéi à rien, à ce qui était vide et creux, puissance et statue. On peut lire des témoignages similaire sur la chute de la colonne Vendôme en mai 1871, qui répand un nuage de poussière venant se déposer sur les épaules, les têtes, partout sur la place, un peu à la manière de cette poussière blanche que peint Hubert Robert. Je promettais aujourd'hui de donner chair à l'histoire, mais la voici qui s'éparpille et se pulvérise. Ce n'est peut-être que cela, le visage de la tyrannie, rien d'autre que cela, cette force insinuante de la dispersion. Voilà, je vous remercie de votre attention.